hors champ. Bonsoir à toutes et à tous, merci pour votre fidélité. Hors champ ce soir, en compagnie de Regina Ubanatou. Regina, vous ne vous êtes pas toujours appelée par ce prénom? Non, je me suis appelée longtemps Mary. C'est l'histoire de la petite fille qui dansait dans sa tête et qui dansait mais qui avait perdu toute son identité et qui devait absolument la retrouver, cette identité. Et pourquoi aviez-vous perdu votre identité? Ce nom de Marie, ce n'est pas vos propres parents qui vous l'avaient donné. En fait, c'était un sobriquet qu'on m'avait donné dans les camps de réfugiés. Après les événements du Biafra, j'ai été évacuée au Gabon dans des camps de réfugiés parce qu'on croyait que j'étais atteinte de malnutrition et de la famine. Et donc, mes papiers avaient été égarés et on m'avait prénommée Mary. J'avais entre 3 et 5 ans puisque je suis restée longtemps aussi sans âge. Toute votre vie, Regina, est faite justement de conquêtes d'identité, de reconnaissance successives, car vous êtes née dans un pays en guerre, cette guerre atroce qu'on a trop tendance à oublier, cette guerre du Biafra. Nous allons écouter un reportage de Claude Brovelli, c'était le 30 septembre 1968. Nous progressons toujours et nous allons arriver maintenant tout près de ce village qui doit être l'objet de l'attaque d'aujourd'hui. Nous avons déjà passé devant un certain nombre de maisons qui sont closes, dont les volets sont baissés, dont les portes sont soigneusement verrouillées, mais qui vraisemblablement n'échapperont pas au pillage tout à l'heure. Nous avons maintenant investi le village. Les hommes défoncent les portes, s'introduisent dans les maisons, pillent le cheptel, les porcs, les chevreaux et défoncent les clôtures pour s'introduire un peu partout dans les jardins et de tous les côtés. Il semble qu'il y ait de la résistance. Tout ce bruit pour un homme qui vient d'être fait prisonnier. Des enfants qu'on extrait de leur case. Il y a un certain désordre qui règne. On exécute le prisonnier à coups de machette. Il vient de recevoir le coup de grâce maintenant. Cependant, il semble que la bataille reprenne et que les Biafrais contre-attaquent. L'automitrailleuse qui nous accompagnait tire. Les balles crépitent autour de nous. Un homme tombe, mais la puissance de feu de l'armée nigériane est la plus forte et bientôt on voit les Biafrais s'enfuir les uns après les autres dans la savane derrière les arbres. Maintenant, de nouveau, les hommes se rassemblent après la bataille. Les officiers donnent des ordres. Des cris de victoire retentissent. Cependant que les habitants apeurés, qui restent encore là, se groupent et vont être emmenés prisonniers. Des femmes, des enfants, un pauvre vieillard qui traîne la patte.
vous entendez, c'est un chant de victoire, un chant de guerre contre le colonel Ojukwu, chef du Biafra. Regina, vous êtes née en 1965, vous avez connu très petite cette guerre atroce du Biafra. Aujourd'hui, avec le recul du temps, comment vous appréhendez cette période et comment vous la situez historiquement et politiquement? En entendant donc ce reportage, en écoutant les sons des mitraillettes, avec, on peut imaginer cette boucherie, on pense qu'on a échappé à quelque chose d'atroce et qu'on est une survivante quelque part, hein. Et je me sens quelque part une survivante, hein, d'une guerre, hein, qu'on m'a fait revivre pendant des années comme une personne qui était rescapée, pas réfugiée mais rescapée, que je devais beaucoup aux gens qui m'avaient sauvée, aux gens qui m'avaient empêché peut-être de voir mes parents après, mais qui m'ont épargné quelque chose d'atroce, hein. Et c'est vrai que cette histoire, moi, elle est inscrite en moi parce que c'est aussi mon peuple d'origine et ma langue d'origine, hein. Il est vrai que j'ai mis longtemps à l'accepter, cette histoire, hein, parce que quelque part, elle me renvoyait effectivement à des atrocités, à tout ce qui renvoie de mauvais, de mal, hein, de l'être humain par rapport à la guerre. Et en me considérant pendant longtemps comme une réfugiée, j'avais un peu honte de mon histoire, hein, parce que quelque part, ça renvoyait à tout ce qu'on montre de l'Afrique, à la malnutrition, à la famine, à la faim, aux guerres, hein, aux guerres ethniques, tribales. Et donc, longtemps, j'ai tué mon histoire avant de pouvoir la raconter, effectivement. Donc, c'est une période de ma vie, lorsque je suis arrivée en France, hein, j'avais pas mesuré tout ça, en fait. C'est beaucoup, beaucoup plus tard que je comprendrai que j'ai échappé à quelque chose d'atroce. Vous avez été évacué du Biafra en pleine guerre pour être dans un camp de réfugiés à Sainte-Marie au Gabon. Je vous propose d'écouter le témoignage du père Ullmann, qui à ce moment-là dirigeait l'aide aux réfugiés dans le cadre de son association Caritas. C'était le 16 janvier 1970. La population biafraise au Biafra, la situation est la suivante, c'est que maintenant il va y avoir une période de transition qui va être très très dure, parce qu'il n'y a pas de ravitaillement sur place. Le temps que les bateaux arrivent, ça va durer au moins 3 semaines. Et si pendant cette période transitoire on n'intervient pas immédiatement d'une façon très énergique, je crois que la situation va être catastrophique pour la population biafra. La situation est-elle ou sera-t-elle beaucoup plus catastrophique pour les enfants que pour les personnes plus âgées? Oui, la situation est catastrophique et pour les enfants et pour les personnes âgées, parce que ces gens sont à bout de force, ils n'ont plus de résistance, leur organisme ne supporte plus rien, si bien s'il va y avoir une période de famine maintenant, ça va être catastrophique, aussi bien pour les enfants que pour les grandes personnes. À votre avis, quel est le plus important, les équipes médicales ou les secours alimentaires? Les secours alimentaires sont les plus importants parce que la plupart des enfants souffrent de dénutrition et de malnutrition. Et c'est avant tout la réalimentation qui va les remonter. Y a-t-il actuellement encore au Biafra des équipes de votre organisation? C'est-à-dire il y a des équipes de Caritas, mais la Caritas allemande avait monté un hôpital. Comme c'était uniquement des laïcs, femmes et gens mariés, on leur a demandé de sortir, mais l'hôpital a été remis à une équipe de religieuses médecins qui l'ont immédiatement pris en charge. Et sur place, dans ces hôpitaux que votre organisation a créés, y a-t-il des secours suffisants pour tenir un certain nombre de jours? Je pense qu'il y a des secours suffisants pour 10 jours au maximum, pas plus. Et je crois qu'ils doivent être prêts de s'épuiser parce que la plupart des magasins ont été vidés par la population même parce que les gens n'ont absolument plus rien du tout. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir reprendre très bientôt votre action? Nous sommes optimistes et nous espérons que le Nigeria sera favorable à notre aide. Justement, le général Gowon, hier, a accusé et n'a pas été très favorable aux organisations religieuses.
Nous avons aussi allé du côté du Nigeria, déjà pendant la guerre. Et au Biafra même, nous étions occupés des prisonniers nigériens, si bien que notre aide est là pour tout le monde, aussi bien du côté biafrais que du côté du Nigeria pour le monde. Donc vous considérez qu'il n'y a aucune raison pour que le gouvernement fédéral nigérian vous empêche de continuer votre action? Objectivement parlant, il n'y a aucune raison pour qu'il nous en empêche. Quelles étaient les conditions dans le camp, vous en souvenez, Régina? Ben non, je m'en souviens pas trop. On m'a raconté cette partie de ma vie, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que comme j'étais la seule handicapée, j'ai été très très chouchoutée, très aimée. Mais c'est vrai que les conditions, les enfants arrivaient dénutris, ils avaient souvent la maladie, la fameuse maladie de Kwashiorkor, hein, qui en fait c'est une maladie cannibalisante. En fait, ton corps mange le corps en fait, hein, donc c'est assez atroce. Hein. Et beaucoup d'enfants finalement qu'on croyait pouvoir nourrir, hein, bah, la cuillère de trop faisait exploser l'estomac. Donc des fois, c'était les enfants, ils étaient sauvés, mais sur du court terme, parce que ils ont eu tellement de traumatismes et de dégâts en fait, hein, que en fait ils s'en remettaient pas. Hein. Donc beaucoup d'enfants, soit ils arrivaient morts hein, dans les avions militaires. Hein. Donc je dirais que moi j'ai échappé aussi à ça parce que quand il y avait des avions qui arrivaient sur le sol gabonais, on avait quand même un bon morceau qui était décédé d'enfants et voilà. Donc en fait ils faisaient du tri quoi. Les militaires français à l'époque, parce que c'était une base militaire à Libreville. Et donc, effectivement, bon, moi, je suis pas morte étouffée, mais j'ai dû subir des choses dans ces tris dont je ne me rappelle pas aujourd'hui. Mais lorsqu'on me raconte ça, lorsque j'entends des émissions ou lorsque je lis des journaux même de l'époque, on imagine à quoi on a échappé. Et il s'avère que j'avais pas souffert de malnutrition, donc ça allait. Mais mon handicap faisait qu'il y avait une attention particulière qui était concentrée sur moi à cette époque-là. Alors, vous venez de dire que vous étiez handicapée. Dans votre livre, La petite fille qui dansait dans sa tête, vous expliquez que dans ce camp, vous avez perçu et assez vite compris, alors que vous étiez toute petite, que vous ne pouviez pas marcher. Mm. Et en fait, ce handicap, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris cette période-là de votre vie, Régina Ubunatu, c'est que ce handicap vous a protégé en quelque sorte dans ce camp, parce qu'il y a des personnes qui ont accepté que vous soyez protégée sur leur dos, que vous puissiez être prise dans les bras. Dans les bras, oui, en fait. Il y avait une religieuse de Normandie qui était venue comme bénévole, en fait, dans ce camp, et qui s'est attachée très, très vite à moi. Et cette religieuse, enfin, elle avait ce désir d'aider des enfants parce que elle avait eu quelques années auparavant sa petite sœur, hein, qui était, enfin, quelques années pendant la guerre, hein, qui était décédée. Elle avait ces images-là d'enfance. Hein, et donc, quelque part, c'était pour elle servir des personnes, des populations plus en détresse. Hein. Et elle s'est attachée tout naturellement à moi. Et surtout, elle me protégeait. Elle avait bien compris que j'avais du tempérament à cette époque-là. Et que mon handicap, c'était pas vraiment un handicap. C'était une force aussi pour m'affirmer, pour me faire comprendre, pour aussi exiger, entre guillemets, pour être dans les bras. Donc, c'est des choses qu'il ne faisait pas naturellement, parce qu'il y avait beaucoup trop d'enfants. Et cette religieuse avait dit au responsable du camp, le père Pinus, peut-être que cet enfant peut être sauvé, puisqu'il y a un centre en France hein, qui serait capable de l'accueillir hein, pour la soigner. Et donc voilà, en fait, commence cette idée qui va émerger. Et au moment où la guerre arrive à terme en janvier 70, là, tout le camp doit fermer. Donc c'est dans l'urgence que je vais être évacuée vers la France, quoi. Où vous allez être adoptée. Je vais être adoptée par une famille, parrainée surtout, puisque c'est lié à un parrainage hein, avant tout. Et qui s'est construit avant mon arrivée en France grâce à un éditorialiste du magazine Elle qui avait fondé une association qui s'appelait Association pour le secours des orphelins biafrais. Et il avait fait un appel dans le magazine aux femmes françaises qui étaient
pour la plupart peut-être des mères, hein, et qui ne pouvaient pas rester insensibles face au drame biafrais. Donc parallèlement, il y a eu cet appel aux dons pour aider des enfants biafrais. Et donc, mon histoire va croiser l'histoire d'une famille française. Hein. Quelles impressions avez-vous eues quand vous êtes arrivé sur le tarmac de l'aéroport? J'étais perdue, j'étais dans des bras d'une bénévole, parce qu'on m'avait confié à une bénévole, hein, et que je connaissais pas, mais qui... j'avais froid, j'étais perdue, puisqu'il n'y a eu plus autant d'enfants, parce que les enfants, c'était ma vie, hein. Et puis j'avais froid, parce que c'était en plein hiver, c'était le 27 décembre, donc à Paris... voilà mes souvenirs en fait. Hein. J'étais dans un nouveau pays. Je me rappelle des lumières, hein, de Paris. Ça, c'est des choses que je me rappelle. Et comme c'était l'hiver, il y avait certainement encore les illuminations de Noël, quoi. Et donc, je me souviens de ça. Et vous vous souvenez de cette famille qui vous a accueilli? Et de quelle manière vous a-t-elle accueilli? La famille, en fait, française, elle est venue après, quand j'ai été envoyée dans ce centre. Hein. Et je me souviens bien de cette époque de ma vie, puisque, je suis arrivée dans un centre de rééducation et j'ai vu cette femme et ce monsieur qui venait pour moi, qui venait aussi avec des cadeaux. Et voilà, j'ai eu du mal au début parce que, il y avait cette timidité normale, hein, mais c'était quelque chose d'extraordinaire, cette famille, pour moi. Parce Alors, que quelque part, ils reprenaient le relais de ce que j'avais eu au Gabon. Des religieux qui vous avaient Voilà. protégé, qui vous avaient nourri et qui vous avaient permis de continuer à vivre dans le camp Sainte-Marie au Gabon. Alors en même temps, vous racontez dans votre livre, La petite fille qui dansait dans sa tête, Régina, que vous avez été pris en charge par ce centre de rééducation pour essayer justement de pallier à votre handicap. Et là, ce sont des pages très sombres et je trouve très révoltantes aujourd'hui, car vous étiez une petite fille complètement démunie et vous n'avez pas été éduquée pour essayer d'aller mieux, mais vous avez été battue et malmenée parce que vous ne faisiez pas ce qu'on vous ordonnait de faire. Et là, on a vraiment l'impression que c'est pas la possibilité d'aller mieux, mais c'est quasiment de la maltraitance dans ce centre. En fait, dans ce centre, ils aimaient bien le terme mater. En fait, il faut mater ses enfants pour qu'ils comprennent. Alors évidemment, c'est une période douloureuse, très difficile, puisque, en même temps, je savais que j'avais une famille qui m'aimait. Donc je pense que c'est ce qui m'a sauvée, quoi. Parce que j'avais tous les ingrédients pour mourir, en fait. Parce que j'ai beaucoup souffert par rapport à cette maltraitance, hein, parce qu'il faut dire les mots comme ils sont. Et, mais en même temps, je savais qu'ils ne me respectaient pas. J'avais bien conscience qu'ils atteignaient un seuil qu'ils ne devaient pas atteindre. Donc, évidemment, je me rebellais, j'avais mon caractère. Et ça s'est très, très mal passé, en fait. Et surtout, il y avait un abus psychologique énorme. Parce que, quelque part, comme ils savaient que j'avais une famille française, ils jouaient sur le côté affectif. Hein. Dans le sens, on me disait, si tu es pas sage, tu ne verras plus ta marraine ni ton parrain. Si tu n'es pas sage, tu n'iras pas en vacances avec eux, etc., etc. Et donc, évidemment, comme j'y allais déjà pas beaucoup, parce que, les conditions d'éloignement, c'était pas simple, hein, surtout au début, parce que j'avais beaucoup d'opérations d'intervention chirurgicale. Donc, je craignais cette séparation. Et en fait, moi, j'étais beaucoup en souffrance, en me disant, quelque part, j'étais aimée. Donc, c'est ce qui m'a permis de tenir et d'aller de l'avant. Et à partir de quel moment vous avez décidé de dire stop à la maltraitance et d'avouer à vos parents d'adoption les sévices qu'on vous infligeait dans ce soi-disant centre de rééducation? En fait, il y a eu un événement, c'est que donc mes parents étaient quand même à 300 km de ce centre-là. Leur fille a été mutée dans la région où j'étais, pour des raisons professionnelles, et elle me prenait plus souvent le week-end. Et donc, elle s'est rendue compte, parce qu'elle-même exerçait dans le domaine de l'enfance, que j'étais une enfant battue, enfin maltraitée. Et c'est elle qui a fait les démarches pour aller plus en avant, pour savoir ce qui se passait dans ce centre. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à découvrir mes carences éducatives, mes carences
que je n'avais pas un niveau, enfin un âge, un niveau mental approprié par rapport à mon âge, enfin mon âge supposé, puisque effectivement j'avais 10 ans quand on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait quelque chose d'atroce qui se passait dans ce centre, mais dont on taisait, comme dans tous ces milieux un peu fermés où tu as en fait les ingrédients idéaux pour battre les enfants, parce que ce sont des enfants orphelins, abandonnés, dont les familles ne veulent plus. Donc, c'était ça la population de ces enfants. C'était des enfants abandonnés, les 3/4, ou que les familles ne voulaient plus parce qu'ils étaient handicapés. Et voilà. Donc, quand la fille de ma marraine s'est intéressée à ma situation, les choses ont commencé à évoluer. Et donc, elle m'a pris plus souvent. Et à ce moment-là, elle a envisagé avec la famille de pouvoir m'adopter. Parce que là, jusqu'à présent, j'étais parrainée. Et c'est au moment où ils se sont préoccupés de ces démarches, qu'ils se sont préoccupés aussi de savoir si mes parents étaient vivants ou morts. Et là, je repasse à une autre étape de ma vie qui va me faire basculer dans une nouvelle vie, en fait, dans une nouvelle identité. Je vais apprendre que mes parents sont vivants et que ils vivent en Afrique. Alors, l'Afrique me faisait énormément peur, parce que je ne connaissais pas l'Afrique, et puis ce qu'on entendait, effectivement, c'était des choses toujours stigmatisantes ou atroces. Enfin bon, les pauvres, ils sont en train de mourir de faim, ils mangent pas. Et j'avais vraiment peur, et puis j'avais peur de ces gens inconnus, quoi. Tout d'un coup, on me dit, voilà, t'es plus orpheline, tu as une famille, mais elle est super grande, elle est énorme, et on peut même pas les compter tellement qu'il y en a. Donc, bon, voilà, moi, les premières photos que j'ai de ma famille, le prêtre qui m'envoie parce que c'est un prêtre qui retrouve ma famille dans mon pays de naissance, il accompagne une lettre à ma marraine en disant « Écoutez, j'ai mis des croix sur les personnes, ses parents. Pour les autres, je sais pas. De toute manière, tout le monde n'est pas sur la photo. » Donc, bon, je me dis, il y aura peut-être d'autres photos parce que c'est une famille à l'infini, comme me l'avait dit une religieuse. Tu as une famille à l'infini. Une famille à l'infini, mais enfin une famille avec un père, une mère, une sœur. Oui, et des mères aussi, puisque mon père est polygame. Donc, bon, c'était une grande famille, puisqu'il y avait des enfants de tous les côtés, quoi. Plus les cousins, bon, famille africaine. Alors, pourquoi et dans quelles circonstances psychologiques vous avez sauté le pas, si j'ose dire? Parce que vous étiez devenue française, vous étiez en train... Non, j'étais pas devenue française. On allait me proposer le statut, peut-être plus tard, d'adopter la nationalité française, mais je n'étais pas française. C'est ça le problème, c'est que j'étais nigériane, donc j'avais un statut nigérian. Donc ça veut dire qu'à tout moment, je pouvais être renvoyée dans mon pays. Et comme j'étais immatriculée à la DAS comme recueillie temporaire, la DAS, on avait retrouvé mes parents, hop, direction le Nigeria, un billet sans retour, un aller sans retour. C'est ce qui s'est passé, c'est que mes parents ont eu très peur que je revienne pas en France. Donc mon statut était... Vos parents adoptifs. Voilà. Et donc là, ils se sont mobilisés pour me permettre de rester en France ou d'attendre que je sois majeure pour retourner là-bas. À ce moment-là, il y a une religieuse nigériane qui avait déjà pris connaissance de mon dossier sur place, qui a accepté de venir en France pour en fait me familiariser à la culture africaine, un petit stage d'éducation pour me consistait en quoi? Pour me reformater à l'africaine. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que fallait que j'apprenne la langue, il fallait que je me coiffe à l'africaine, il fallait que je m'habille à l'africaine, il fallait que je découvre la beauté, les joies de l'Afrique, mais déjà en France. Donc c'était un peu difficile parce que... Vous avez accepté avec votre caractère de rebelle? Ça a été difficile, surtout pour elle. Parce que, en fait, elle avait, une envie, en arrivant en France, c'était d'aller à Lourdes. Et elle s'est dit, peut-être, en plus, je pourrais peut-être la sauver, la soigner. Enfin, elle va pouvoir marcher. Donc, elle m'a dit... Elle vous a emmené à Lourdes. Elle m'emmenait à Lourdes, avec comme objectif, elle remarchera. Voilà, parce que elle, son rêve, c'était d'aller à Lourdes. Elle voulait même m'emmener jusqu'à Fatima. Bon, elle avait eu des problèmes de logistique, elle n'a pas pu le faire. Bon. Mais c'était, en fait, pour que je puisse me familiariser à la culture africaine avant de partir, de découvrir mes parents. Enfin, avec des clichés de la culture africaine. Disons que moi, je le vivais comme quelque chose de nouveau. En plus, je sortais du centre, puisque on m'emmenait à Lourdes, on m'emmenait dans le Béarn, j'étais heureuse. Et, mais après, une fois au Nigeria, c'était une autre affaire.
parce que là, je me suis rendu compte que c'était très, très difficile pour moi. Je n'avais pas été, entre guillemets, bien coachée, parce que c'était le terme, hein, pour dire. Et mes parents, ne parlent pas du tout le français, ne parlent pas l'anglais. Et donc, pour moi, il y a une barrière linguistique tellement énorme qui fait que je prends mes parents pour des personnes étrangères. Je ne les ressens pas comme mes parents. Et donc, il y a une souffrance pour mes parents indicible. Mais les choses vont petit à petit se délier, les sentiments vont commencer à envahir votre être, vos parents vont vous reconnaître, votre sœur aussi. Vous avez souhaité nous faire écouter Véronique Sanson, mi-maître, mi-esclave. Pourquoi ? Parce que, en fait, mi-maître, mi-esclave, parce que dans cette chanson, elle dépeint un être qui doit se chercher et qui est son seul maître à bord. Donc son destin, c'est lui qui le construit, mais qu'on est des fois dépendant et des fois, on est son seul maître à bord. Et j'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle évoque la solitude. Ça a été aussi mon lot pendant des années. Et puis qu'en fait, tout part de toi, qu'il faut rien attendre de l'autre, en gros. Mais
Dans la soirée, c'est une femme qui arrive, grande et belle. Son corps est drapé dans une étoffe qui retombe en dessous de ses genoux. Ses cheveux sont nattés avec du fil. Elle ne parle pas, elle pleure. Elle me regarde, me touche les mains, le visage, elle me tâte, me palpe de la tête aux pieds. Elle respire ma peau pour reconnaître celle qu'elle croyait ne jamais revoir. Ses gestes me mettent mal à l'aise, son attitude primitive me déroute. Sa beauté et son sourire me laissent de marbre. Cette femme que vous décrivez dans votre livre, Regina, c'est votre mère. Combien de temps il va falloir pour vous, après ce long voyage au pays des Ibo, parce que vous êtes d'origine Ibo, combien de temps vous a-t-il fallu pour pouvoir être adopté à votre tour et adopter votre mère et votre père? Il me faudra des années quand même pour reconnaître cette mère qui m'a été longtemps étrangère. Parce qu'elle m'a acceptée immédiatement. Elle avait perdu son enfant. Elle savait que j'existais. Moi, je ne savais pas que j'avais des parents. Et donc, moi, je n'ai pas grandi dans un état d'une petite fille qui a des parents. Donc, quand on me présente ma mère, je suis déroutée. Je pense qu'on me ment. Bon, alors évidemment, après, il y a des ressemblances quand même entre mes frères, mes sœurs. Donc forcément, je me dis, j'appartiens à cette famille. Mais j'ai mis longtemps à l'intégrer dans mon cœur, cette famille. Mais mes parents m'ont reconnu de suite et c'était le plus beau jour de leur vie. Mais pas le vôtre. Pas le mien, parce que j'avais mon cœur aussi en France. Donc quelque part, inconsciemment peut-être, je ne voulais peut-être pas l'accepter. Parce que quelque part, c'était me faire déjà prendre une décision, faire un choix. Alors vous évoquez comment vous étiez à l'époque. Vous étiez harnaché avec ce que vous nommez, vous, une carcasse de fer. Oui. Et dans votre tribu, les Ibo, eh bien, la carcasse de fer est synonyme de richesse. Exactement. Et donc, votre handicap vous a fait reconnaître comme une sorte de princesse. Exactement. En fait, je n'avais pas intégré ça dès que je suis arrivée dans mon pays. Même la religieuse là, qui me coachait, elle était heureuse de me voir souffrir en marchant, mais je ne connaissais rien de la culture. En plus, les appareillages, il fallait voir comment c'était à l'époque. C'était du fer qui montait jusqu'aux hanches. Et le fer avec la chaleur, parce que ça pouvait... c'était horrible, en fait. Il me demandait de le garder tout le temps. Donc, sauf que effectivement, le fer, plus que tu as de fer, plus que tu es riche. Donc, forcément, des ça béquilles... tombait bien pour vous. Voilà, donc, en fait, j'avais une richesse insoupçonnée. Insoupçonnée. Voilà. Donc... plus tard, je l'apprendrai, quoi. Mais en attendant, je ne comprenais pas pourquoi ils m'admiraient, en fait. Ils m'admiraient et je ne comprenais pas. Moi, je souffrais avec cet acharnement, quand même. Et eux m'admiraient, ils me touchaient, ils touchaient mes béquilles, ils touchaient tout. Alors, j'avais beaucoup plus de fer que tous les instruments qu'ils avaient. Enfin, je le portais sur moi, en plus. Donc, c'est ce qui me permettait de marcher. Et elle est partie du pays sans marcher, mais elle revient avec du fer, Donc elle est notre princesse. Voilà, exactement. Donc, et elle fait partie de notre tradition, puisqu'il y a un conte qu'on va vous raconter très vite, qui est le conte La mariée tout en fer. Voilà, c'est un peu le conte d'une petite fille qui doit porter absolument du fer pour pouvoir se prétendre à se marier, à trouver son futur mari. Et donc, au départ, elle doit avoir des ustensiles de cuisine, une louche... des casseroles. Alors, elle se retrouve avec plein d'éléments de cuisine. Alors, elle ne sait pas quoi en faire. Mais ce qu'on sait, c'est que si elle n'a pas ça, elle ne sera pas bonne à marier, en fait. Donc, j'aime bien ce conte, puisque c'est un conte Ibo qui décrit bien, en fait, l'état d'esprit dans lequel étaient les gens à l'époque. Là, j'avais pas de louche, j'avais pas d'ustensile de cuisine, mais en tout cas, je portais du fer sur moi. Donc, j'étais aussi bonne à marier. Eh bien, c'est ce qui va vous arriver un peu plus tard. Vous avez souhaité écouter cette chanteuse africaine qui s'appelle Aza, parce que je crois qu'à partir de ce moment-là, de ce moment où on vous a raconté ce conte, vous avez accepté de réendosser votre identité africaine.
beautiful is your name. Wonderful is what you are to me. It's you I see in my dreams every day, and I pray for you, queen of my life. You are so beautiful, mama, you're beautiful. Emi wa mama kan, ta ló rí yeah. Mama mi ò rojú rí. That is why I'm loving you. Nítorí ọmọ ó jìyà nílé ọkọ. Mama mi ò rojú rí. That is why I'm loving you. La 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 la. Oh, you're beautiful. Oh, you're beautiful. Oh yeah, la 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 la. Oh, you're beautiful. Oh, you're beautiful. Ẹ bá mi kíra fún màmá mi. Òrìṣà bí ìjà o, kò sí láyé. Ẹ bá mi kíra fún màmá mi. Òrìṣà bí ìjà o, kò sí láyé. Oh yeah, la 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 la. Oh, you're beautiful. Regina, vous ne dansez pas seulement dans votre tête, mais vous dansez en écoutant cette chanteuse nigériane qui dédicace cette chanson à sa mère. Vous dansez sur votre fauteuil roulant. Et quand vous rentrez en France et que vos parents adoptifs vous accueillent à l'aéroport, c'était je crois en 1978, quelle ne fut pas leur surprise de voir arriver non pas une petite Française comme celle qu'ils avaient quittée, mais une jeune femme africaine avec des nattes et habillée en africaine. Maintenant, vous êtes à la fois française et africaine. Oui, on va dire ça comme ça. Mais je suis quand même plus française, hein, quand même, hein, parce que... Mais je garde dans mon cœur cette partie d'Afrique que j'aime beaucoup et dont je peux pas me détacher. C'est mes racines, hein, sont mes racines. Vous avez décidé dès la fin de votre apprentissage de l'adolescence, et toujours avec ce caractère très indépendant que vous avez eu depuis que vous étiez toute petite, et qu'avaient bien noté les religieux dans ce camp de Sainte-Marie au Gabon, vous avez décidé de faire du handicap une force, et vous avez eu l'idée au départ, avant de devenir la fondatrice de cette association que vous dirigez aujourd'hui, vous avez eu l'idée de faire un défilé de mode avec des femmes handicapées. Au lycée, j'étais dans un lycée assez particulier, en fait, qui était assez mixte, enfin, qui intégrait des jeunes handicapés et aussi des jeunes valides, hein. Et donc, en fin d'année, on faisait toujours des défilés comme ça. Bon, je me souviens me m'être retrouvée en maillot de bain sur un podium. Et quelque part, c'était aussi se montrer, même avec des handicaps, même avec quelque chose qui paraît difficile aux gens à regarder, mais quand on est jeune, on se voit pas forcément handicapé, surtout quand on véhicule, enfin, donc, quand on est dans un milieu qui t'accepte avec tes différences. Et cette idée de défiler, donc, elle remonte depuis mon adolescence, hein, je veux dire. Et quand j'ai créé cette association qui portait essentiellement sur comment valoriser l'image de la personne handicapée, de la femme handicapée en l'occurrence, à l'occasion d'un projet qui était lancé au niveau de l'année européenne des personnes handicapées, je m'étais dit, tiens, il faudrait qu'on se lance un certain défi, ce défi qu'on appelle ce défi mode, et pourquoi pas le porter le plus haut possible, hein. Donc, organiser un défilé, c'était quelque chose d'incroyable, hein, déjà à l'époque, inimaginable pour une personne handicapée, hein. Donc, c'était vraiment un défi, et surtout de pouvoir avoir des partenaires de haute pointure et de le faire dans un lieu aussi prestigieux que l'espace Cardin. Et vous avez réussi. Voilà. Vous avez réussi ce premier défi. Aujourd'hui, vous dirigez donc cette association qui s'appelle RIFH, c'est-à-dire Réponse Initiative Femmes Handicapées. Et vous continuez à briser bien des tabous, notamment en travaillant sur ce thème ô combien
impossible et indicible, c'est-à-dire handicap et sexualité? La sexualité reste quelque chose de très tabou encore dans nos cultures, même dit ouvertes, très tolérantes. Alors, quand il s'agit de l'image du corps et quand il s'agit de la personne handicapée, c'est encore très difficile hein, de concilier handicap et sexualité. Et ce sont des thèmes, pour autant, qui se marient bien, puisque une personne handicapée est tout à fait capable d'avoir une sexualité et l'être s'adapte aussi en fonction de son corps. Hein. C'est un tabou qu'il faut vraiment briser, quoi. Hein, et on se bat pour ça au niveau de l'association. Il y a eu une loi sur le handicap en 2005. Est-ce que vous avez l'impression que le regard des autres sur les handicapés a profondément changé ou est-ce qu'il est resté immobile? Les gens ont pris un peu plus conscience qu'ils étaient entourés de personnes handicapées, puisque la question, c'est la visibilité. C'est comment rendre visible des personnes qui ont un handicap et comment ces personnes se reconnaissent-elles dans le pacte social et dans la société. Hein. Donc, oui, 2005, c'est une loi qui pour moi a été fondatrice, a suscité beaucoup d'espoir pour les personnes handicapées. Mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Hein, et je pense que le regard ne changera pas facilement parce que on ne change pas le regard. Hein, on est toujours, quand on voit une personne différente, c'est naturel de se poser des questions, de regarder la personne. Mais il faut pouvoir progressivement permettre aux personnes handicapées d'être intégrées dans la société. Mais le premier levier à faire lever, c'est vraiment les problèmes liés à l'infrastructure et aux obstacles architecturaux. Parce que à partir du moment où on verra des personnes handicapées aller au cinéma, aller dans des lieux de culture, accéder aux études, hein, parce que ça aussi c'est un vrai problème et je l'évoque aussi dans mon livre, hein, que quand tu pars très mal dans la vie, eh ben, tu as des obstacles qui vont venir en plus. Hein. Et le problème n'est pas le handicap, le problème c'est les obstacles qui environnent le handicap. Et c'est là où les combats sont beaucoup plus pernicieux parce que on s'accepte avec sa différence. On s'accepte, on est obligé de s'accepter. Par contre, comment l'intégrer dans un environnement qui n'est pas forcément facile, qui est même souvent hostile aux personnes différentes. Merci Régina, vous luttez quotidiennement contre les mauvais regards sur le handicap grâce à cette association que vous dirigez, RIFH. Je donne le mail www.rifh.org, le titre de votre livre, La petite fille qui dansait dans sa tête, et laissez-nous vous dire toute notre admiration. Brigitte Bouvier, Laetitia Cordonnier, Alain Joubert, Victor Massé de l'Épinay, Catherine Parent, Didier Lagarde, toute l'équipe de Hors-Champ vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de France Culture. À minuit moins 10 du jour au lendemain, Alain Weinstein, mais tout de suite Thomas Baumgartner, Les passagers de la nuit.